Bonjour à tous, je vais partager mon écran. Ça me permettra un petit peu de démarrer, voir si tout se passe bien pour l'instant. Est-ce que vous avez, est-ce que vous voyez mon écran parfaitement? Tout va bien? Vous Oui, m'entendez bien? Oui. oui, Bon, c'est parfait. Bah, écoutez, bonjour. impeccable. Voilà, bon, bonjour à vous tous. Je suis très, très heureux de vous retrouver un petit peu au pied levé, puisque, comme dit Audrey, c'était un petit remplacement de dernière minute, mais j'ai essayé je vais essayer de vous donner un petit peu l'envie d'aller un peu plus loin dans cette excellence opérationnelle et de vous expliquer un petit peu d'où ça vient, tout ça. Donc, je vais vous parler un petit peu d'histoire et avant de vous parler d'histoire, je vais peut-être me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Robert Sangy, donc j'ai 40 ans d'expérience dans des groupes multinationaux et internationaux à travers plusieurs activités donc managériales. J'ai terminé ma carrière en 2015 chez ST Microelectronics, que vous connaissez peut-être comme société, pour me consacrer essentiellement à ce que j'appellerais je me mets en tant que transmetteur pour transmettre toutes mes connaissances, expériences à l'international dans un cadre universitaire. Donc, j'enseigne à Faculté catholique de Lyon, CESI, Lyon, et mes champs d'action je dirais, de connaissances sont multiples à travers la qualité, le Lean, le Six Sigma, l'achat, logistique internationale, le management interculturel, et puis l'intelligence émotionnelle, dont je vais vous parler un petit peu, parce que ça fait partie, je dirais, de cette approche excellence opérationnelle. Je m'occupe aussi un petit peu d'accompagner certaines PME et des startups dans leur mutation en termes de conseils, mais surtout d'approche, je dirais, systémique. Voilà. Et puis, donc, j'ai rejoint, comme je marque, le mouvement français pour la qualité depuis 1991. Et j'ai été élu au CA du mouvement français pour la qualité Auvergne-Rhône-Alpes et je co-anime, comme l'a dit Audrey, au club au OPEX. Alors, je vais utiliser le mot OPEX pour que ça soit plus facile, parce que l'excellence opérationnelle, c'est un peu, je dirais, pompeux. Le mot OPEX je dirais, est un sigle qu'on retrouve dans toute la littérature anglo-saxonne. Je m'excuse pour ceux qui restent très francophones. Je vais utiliser quelques acronymes anglais. Alors, comme je vous le dis, je vais faire un petit peu d'histoire parce que tout ça provient un peu d'une démarche qui vient de la nuit des temps. Alors vous verrez que quand même que la qualité, c'est quand même quelque chose qui n'a pas été. Il y a rien de nouveau au soleil. Hein, je m'excuse de vous le dire, mais c'est la façon de la présenter qui va changer. Alors, je vais vous faire un petit rétrospective qualité pour arriver à cette excellence opérationnelle et vous comprendrez pour quelles raisons on est arrivé donc à cette activité excellence opérationnelle dont on parle, je dirais, d'une façon importante en ce moment. Alors, tout d'abord, si nous remettons un petit peu l'origine, à l'origine, je dirais, des civilisations, nous apercevons que la qualité existe dès la mise en place de pouvoirs, ce qu'on appelait des pouvoirs centralisés, alors, dirigés par des chefs de tribus, des rois ou des pharaons. Alors, nous ne pouvons pas affirmer que cette démarche qualité est apparue à un moment précis de l'histoire, mais tout au moins on en a quelques vestiges. Alors, je vais vous faire découvrir des choses aujourd'hui peut-être pour certains qui connaissent, mais pour certains qui ne connaissent pas. La première information qu'on a trouvée sur la qualité, c'est en 2150 avant Jésus-Christ, à Babylone, et c'est une stèle qui se trouve au musée du Louvre. Si vous êtes fanatique de musée, vous pouvez aller le voir, et qui décrit le code de construction des maisons, qui est déjà une procédure qualité. Donc, c'est une stèle en acadien, hein, et donc c'est période babylonienne en Mésopotamie. Puis alors sur la droite, vous avez, on va un petit peu plus loin, je dirais, dans le temps, hein, on se retrouve en 1450 avant Jésus-Christ, sous l'époque des pharaons, hein, c'est le plus vieux traité qui est décrit dans la qualité en Égypte et qui a été retrouvé dans la tombe de Rekhméré à Thèbes et qui remonte donc effectivement à 1450 avant Jésus-Christ. Alors je fais une petite précision sur ce petit dessin qui apparaît, je dirais, pour vous, hein, ici à droite.
vous verrez que ce petit dessin, je en ferai une petite piqûre de rappel pendant ma présentation parce qu'il est important. En fait, on voit distinctement, peut-être pas distinctement sur la pierre que vous avez avec le parti rouge et un petit peu vert, on voit en fait, quand on regarde un peu plus en détail, vous avez la photographie de deux ouvriers égyptiens bien sûr, qui construisaient les pyramides et qui mesuraient les pierres de taille pour pouvoir effectivement les positionner, comme vous le savez, sur ces pyramides. Alors, bien sûr, j'ai fait le focus sur la partie, je dirais, du bassin méditerranéen, mais on peut regarder qu'en Amérique centrale, les Aztèques avaient aussi des pratiques analogues en termes de mesure, mais on n'est pas là pour faire anthropologie, mais pour essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé au cours du temps. Alors, si on s'avance un petit peu plus, dans cette période, on voit que Aristote, dans sa métaphysique, définissait la qualité en ce qu'elle est, ce qui fait qu'on dit des êtres qui sont de telle façon. Donc, il la tenait pour une caractéristique que l'on établit sur les individus pour les cerner. Vous voyez que la qualité avait cette relation dès l'histoire de la qualité avec l'individu. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui nous paraît dans nos archétypes et dans je dirais, dans notre ADN, ce qui va être transmis le tour du temps au niveau de l'histoire. Référence aussi un petit peu à l'époque romaine avec Plotin qui dit que dans sa deuxième Inéade, titrée de la qualité, déclare que dans le monde intelligible, toutes les choses que nous appelons des qualités sont des actes. Donc là aussi, c'est une définition qui est très importante dans les fondations, je dirais, de notre qualité dite un peu moderne. Alors, je vais faire un petit bond historique d'histoire parce que je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Je vais faire quelques petits bonds et revenir un petit peu sur une période importante. C'est celle de Louis XIV avec effectivement les constructions de son château, mais un personnage très important. Et c'est peut-être la première fois qu'on va voir que la qualité a aussi une relation avec le coût. Vous voyez que Colbert, qui était le surintendant des bâtiments du roi, disait au niveau de la France que si nos produits sont de qualité, l'argent affluera dans les caisses du royaume. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une petite notion qualité, cost of quality, comme on dit en anglais, et qui est très importante effectivement à se rappeler. Alors, bien évidemment, je vais faire encore un bond historique et je vais revenir sur la qualité dite moderne, celle qui nous intéresse a priori dans notre concept excellence opérationnelle. C'est pour arriver effectivement à ce monsieur qui s'appelle Ford et qui, dès le début du XXe siècle, en 1900, a mis en place dans ses chaînes de production déjà une démarche qualité, et on était dans la révolution, je dirais, industrielle, et c'est la première fois que la qualité était associée à une chaîne de fabrication, parce que chaîne de fabrication était à l'époque, en 1907, beaucoup plus visible dans notre société. Alors, bien évidemment, il y a d'autres repères au niveau de cette qualité. Je les ai mis un petit peu je dirais, dans l'ordre chronologique. Des choses importantes peut-être à garder en mémoire. La qualité, c'est quand même la création en 1906 de ce qu'on appelle la normalisation et des systèmes de mesure à travers le CEI, CEI qui est toujours en activité à travers un certain nombre de normes. Le premier service qualité en 1924, c'est Bell Telephone. Bell Telephone, c'est la grosse compagnie qui a été instigateur, je dirais, de tout ce qui est communication. Jurand, on va en reparler parce que ce monsieur, c'est un monsieur qui a permis, après la guerre 40-45, de redonner espoir au peuple japonais pour la reconstruction industrielle. Et vous verrez que ça a été un boost très important, tellement qu'ils ont aussi pris le leadership au niveau qualité, d'où ce Ishikawa en 1946, dont je donne, avec les associations de services qualité et contrôle, et le JUS, c'est l'association japonaise qualité qui s'appelle JUS, qui était créée en 1946. En 1947, c'est la norme ISO qui a pris naissance. Et puis 48-50, Deming, PDCA, Jurand, Quality Improvement, je vais en parler un petit peu plus en détail. Vous voyez que
ça s'est un peu accéléré. Hein. C'est une accélération importante au niveau des normes, de la qualité, pendant ces années du début du XXe siècle. Je voulais aussi vous donner 5 grandes personnalités au niveau de la qualité pendant cette période, entre 1900 et 1990, qui ont marqué, je dirais, cette révolution au niveau de la qualité dite moderne, et qui ont amené petit à petit à cette formalisation de la qualité à travers tout ce que vous connaissez pour la plupart, et qui amène effectivement à cette excellence opérationnelle, et je vais vous expliquer comment. Alors d'abord, il y a M. Deming, hein, qui est l'inventeur de ce PDCA, Plan do Check Act, hein, qui est ce qu'on appelle la route Deming, hein, en quelque sorte, qui était du reste un ingénieur de Bell Telephone, dont je parlais tout à l'heure. Il y a un japonais qui s'appelle Kao Ishikawa, qui a été aussi, pendant cette période, un des grands, je dirais, instigateurs des cercles de qualité. Cercles de qualité, c'était quand même une petite équipe d'individus sur la chaîne de production qui allaient effectivement améliorer à travers des boîtes à idées et je dirais des démarches qualité sur le terrain pour apporter des résolutions de problèmes. Bon, Ishikawa, c'est le terme qu'on utilise pour l'arête de poisson, hein, cause effet. Monsieur Juran, dit docteur Juran, qui a été celui qui a mis la Bible de la qualité sous Handbook, dont j'ai un exemplaire qu'il m'a remis, mais je vous expliquerai pourquoi. Et Crosby, qui a été effectivement une des figures américaines très importantes dans la partie marketing de la qualité. Et enfin, un maître japonais qui s'appelle Maseki Imai, qui a été, je dirais, l'instigateur, je dirais, de la démarche Kaizen, qui est une démarche japonaise dont je vais vous parler, et qui est une des démarches qui a permis, si vous voulez, au Lean de voir son essor et qui a amené effectivement à cette excellence opérationnelle. Alors, comme je vous le disais, moi j'ai eu l'insigne honneur de rencontrer 2 de ces 5 personnages. Dans un premier temps, en 90, j'ai rencontré le docteur Juran, qui, lors d'une conférence où j'ai présenté, à l'époque, je travaillais donc pour ST Microelectronics, et j'ai présenté je dirais un projet qu'on avait mis en place avec le PDG sur l'amélioration continue en utilisant les groupes de travail suivant la méthodologie de Juran. Et donc j'ai présenté ça devant 250 personnes. C'était ma première présentation. C'était incroyable. Et j'étais le seul Français à l'époque, en 90, à présenter je dirais cette approche. Et j'ai eu l'honneur de manger à la table de Dr. Juran. Et le docteur Juran m'a remis donc un bouquin qui s'appelle le Quality Handbook. Je ne l'ai pas avec moi parce que c'est assez encombrant. Mais ce qui est important à signaler, c'est le petit logo que vous avez sur la gauche. Et vous voyez que quand je vous disais que cette stèle pharaon je dirais de ces ouvriers égyptiens qui construisaient effectivement et qui mesuraient, ben vous voyez que Juran s'en est fait en quelque sorte je dirais, pardon, c'est le problème. Donc, ce que Juran présente dans son handbook, ce petit logo qui montre bien cette relation, je dirais, intemporelle de la qualité je dirais, des Égyptiens vers la qualité moderne. Un homme très, 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 je dirais, extraordinaire, qui rayonnait énormément au niveau de la qualité, qui a été un des acteurs principaux du réveil qualité au niveau du Japon. Et je pourrais répondre aux questions, mais c'était un petit peu à vous donner comme information rapide. Alors, le deuxième personne que j'ai rencontré, c'est Masaki Imai, hein, qui est un japonais, comme son nom l'indique, qui a été l'instigateur de la mise en place de l'approche Kaizen dans l'ensemble dans le monde entier. Et j'ai participé à la création du Kaizen Institute en Europe avec Masaki Imai, avec quelques entreprises au départ, et nous avons mis en place ceci en 92, qui était effectivement une démarche très importante, et particulièrement sur les secteurs automobiles, dont on parlera tout à l'heure peut-être, et répondre aux questions que vous vous posez. Masaki Imai, c'est un personnage important au Japon et important dans cette démarche Kaizen d'amélioration continue.
pendant cette période de mon activité professionnelle, j'ai effectivement, comme vous le dites, comme l'a dit très justement Audrey, j'ai participé à l'avènement du mouvement français pour la qualité. Alors simplement, une petite historique, hein, le mouvement français qualité est né en 91, en 90, du rapprochement de trois associations, l'AFSIC, l'AFQ et l'AFCERC. Et fait partie de ce merge. Moi, j'appartenais à l'AFSIC à l'époque, et c'était très intéressant parce que ce mouvement a perduré, bon, même s'il a eu des hauts et des bas, n'est-ce pas, Audrey? Mais il y a eu quand même des choses qui se sont bien passées, et j'ai mis en place une sorte de club, puisqu'on parle de club d'excellence opérationnelle. J'ai mis un club de toute la branche électronique, qui a permis à un certain nombre de sociétés, dont Bull, IBM, Philips et ST, Texas Instruments et toutes ces sociétés, de fédérer de la qualité et mettre en place effectivement les démarches Kaizen et tout ça. Et donc, ce mouvement français pour la qualité, pour lequel je suis actuellement au conseil d'administration et membre depuis 1991. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Alors, pendant cette période-là, il y a eu aussi quelque chose de très important, c'est le FQM. Alors, le FQM, c'est quand même un club qui existe au sein du mouvement français pour la qualité de Rhône-Alpes. Alors qu'en 92, j'ai été auditeur et assesseur au niveau FQM à cette époque. J'ai audité un certain nombre d'entreprises et j'ai amené ma société en 97 à obtenir le European Quality Award, qui est en fait le Graal de l'FQM. Une révolution importante dans l'entreprise parce que, au lieu de gérer par l'organisation, on a géré par les processus. Et là, c'était quand même quelque chose de très important. Et c'était vraiment la beauté de ce qu'est le FQM. Et depuis, le FQM a amélioré plein de choses et a apporté beaucoup de choses dans les entreprises. Je n'y reviendrai pas, mais je pense que c'est important de vous le signaler parce que ça fait partie entièrement de cette activité. Alors, on ne peut pas, bien sûr, quitter ce bref historique sans. Alors, j'espère que l'animation va marcher, Audrey. Donc, de parler un petit peu de l'ensemble de tout ce qui s'est passé. Alors, on est passé de l'assurance qualité, du contrôle qualité, de l'assurance qualité, du planning, du quality planning, du PDCA, des cercles de qualité, de jurant, la méthodologie jurant, du Kaizen, de Kanban, du just-in-time, du TPM, Total Preventive Maintenance, du Six Sigma, dont on va parler tout à l'heure un petit peu rapidement, du TQM, de l'Oshinkanri, c'est la maison de déploiement de la maison de la qualité, du BPM, Business Process Management, du Kemba. Kemba, c'est un mot japonais qui est très important, dont on va parler au niveau du Lean dans cette petite présentation que je vous ferai après. Gemba, c'est un mot japonais qui veut dire shop floor, c'est-à-dire c'est ce qui se passe lorsqu'on va regarder les moindres détails pour faire l'amélioration continue. La théorie des contraintes, c'est très important. Le TPS, Toyota Production System, qui est l'avènement du Lean, et on va en parler, pour arriver à cette excellence opérationnelle. Bon, l'animation a marché, Audrey, j'en suis content. Ouf. Voilà. Alors, on va parler bien sûr de cette approche Lean, parce qu'on ne peut pas parler de l'excellence opérationnelle sans parler du Lean. Alors, je me permets de vous faire un petit rappel de ce qu'est le Lean. Pour certaines entreprises, c'est quelque chose de connu, pour d'autres peut-être un peu moins. Donc, je vais vous parler un petit peu du Lean. Alors, la première fois que j'ai commencé à parler du Lean dans mon entreprise, on m'a regardé avec des yeux en me disant « ouais, c'est super, lean en anglais, ça veut dire mince, eh bien, on va faire une réduction, faire maigrir tout le monde, et puis on va pouvoir quelque part récupérer des sous. » Alors, c'est la première des choses lorsque je fais ces cours à l'université sur le lean, alors, en expliquant ce que n'est pas le lean. Et ça, c'est important. Quelquefois, c'est la démarche qualité. Pour définir quelque chose, on essaye de dire le problème, quel n'est pas le problème, et de savoir exactement par la négation pour pouvoir effectivement préciser le tout. Alors le Lean, effectivement, beaucoup de compagnies ont démarré cette démarche en pensant qu'il s'agissait d'une réduction de personnes, et on traduit le mot Lean en anglais
comme ce que je vais vous donner, c'est-à-dire less employés are needed, c'est-à-dire moins de personnes sont nécessaires pour pouvoir effectivement, et en fait, pas du tout, parce que la confusion vient du fait qu'il s'agit d'une réduction de coûts qui est produite par une amélioration de productivité et non pas de réduction de personnel. Mais c'était tellement simple pour certaines entreprises de dire on va utiliser le lean pour effectivement faire des réductions de personnes, et c'est effectivement faux, archi faux. Une autre confusion, et j'en profite là-dessus pour mon ami Deming, sur cette roue PDCA, souvent les entreprises disaient oh là là, mais qu'est-ce que c'est encore un sigle, qu'est-ce qui va se passer, le lean, le PDCA, et surtout ne rien changer, ne rien faire. Et c'est exactement les initiales de PDCA qui nous sont proposées. C'est surtout ne rien changer. Il faut surtout, on est bien, restons heureux, restons cachés. Alors en fait, c'est tout l'inverse. En fait, cette révolution, cette approche lean, c'est une approche qui, à la fois, va mettre en acteur les personnes et qui va demander effectivement des changements. Donc, en fait, on est complètement en dehors du panneau si on reste sur ces points. Alors, le lean, en quelques mots historiques, ça date depuis effectivement de 1945 et par un avènement d'une société qui s'appelle Toyota. Toyota, vous savez, c'est les voitures. Alors, dès 1945, en 1949, il y a un monsieur qui s'appelle Taiichi Ohno, qui était le président opérationnel de Toyota, qui a dit, mais attendez, après cette guerre, j'ai fait venir Jurand, j'ai fait venir effectivement Deming, on a essayé de mettre en place des améliorations qualité, et la première des choses que les Japonais ont essayé de mettre en place, c'est ce qu'on appelle les éliminations des gaspillages. L'élimination des gaspillages parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Donc ça, c'est la première je dirais, stèle dans ce lean. Et effectivement, on a commencé à parler de cette période Toyota où on est arrivé à regarder les améliorations des temps de cycle. La production japonaise était en plein redémarrage. Donc, cette période de Toyota, à travers ce qu'on appelle le Toyota Production System, a été l'avènement effectivement de cette activité lean. Et vous voyez qu'apparaissent le Kanban, le Just-in-Time, le TPM, le TQM. C'est toutes ces notions qui ont jalonné cette approche de la période Toyota au niveau du lean de 1945 à 1990. Alors les Américains se sont un petit peu réveillés avec Motorola, qui ont mis en place ce qu'on appelle le process Six Sigma pour essayer pas de contrecarrer l'approche lean qui était qui bougeait, je dirais, au niveau de Toyota, mais essayer d'avoir une approche un peu plus scientifique et une approche un petit peu plus, je dirais, statistique. Alors, le Six Sigma a apparu en 86 avec Motorola, et enfin, le step en 90, c'est vraiment la production de lean dans l'approche TPS, Toyota Production System, qui a apparu dans le démarrage, surtout chez les fabricants automobiles et chez les équipementiers, dans lequel, effectivement, ça a eu un essor très important dans les années 90 jusqu'à 2000. Et puis, à partir de 2000, on s'est dit, voilà, le lean, c'est une approche qui est tellement importante et qui permet de faire des améliorations de productivité, de réduire les temps de cycle. On était en plein boom. Et là, effectivement, le lean est apparu comme un moyen, je dirais, d'amélioration, mais pas non seulement sur la manufacturing, c'est-à-dire sur la fabrication, mais sur tout l'ensemble de la chaîne de la société, c'est-à-dire dans les bureaux, dans les services, dans l'informatique, dans le R&D. Et c'est des choses qu'on a mis en place dans des sociétés dans lesquelles je pourrais répondre éventuellement si effectivement il y a des questions que j'ai mis en place dans la société chez ST Micro. Alors, revenant sur le lean, pourquoi le lean a été un succès et si important, répandu dans tous les secteurs d'activité industrielle et de services? Exactement, c'est ce qui a poussé Toyota au tout début d'essayer de trouver un moyen de réduire les gaspillages, d'améliorer les productivités et de mettre en place un certain nombre d'améliorations continues en mettant l'humain en plein milieu. Et le lean, c'est quand même quelque chose qui va répondre à 3 objectifs. L'efficacité, l'adaptabilité, c'est-à-dire comment on peut être assez agile par rapport à une situation, et puis il y a ce qu'on appelle la durabilité, c'est-à-dire la pérennité de l'entreprise. Vous voyez que le lean donne déjà
les grandes directions que l'on va aborder au niveau de l'excellence opérationnelle. Donc là, vous avez un schéma qui est déjà bien structuré des objectifs du Lean: efficacité, adaptabilité, durabilité. Si on doit faire une petite définition du Lean, en voilà une, parmi tant d'autres, celle que j'aime bien parce qu'elle permet de donner en une seule phrase l'ensemble des points: systémique, durable, qui fait mieux, plus vite, moins cher, mais surtout, ce qui est très important, c'est en rendant le collaborateur plus autonome et plus motivé. Et ce qui est important, c'est quand on s'engage dans cette démarche, eh bien, on passe du statique, vous vous rappelez, la résistance au changement, les plans do check act, eh bien non, c'est justement, il faut effectivement changer notre attitude, notre comportement, de telle manière à tenir l'agilité. C'est un petit schéma sympathique entre le mammouth et puis, je ne sais pas si c'est un tigre ou une panthère, les experts me diront. Alors, je vous ai donné un exemple de ce que j'ai fait moi au niveau du manufacturing chez ST Micro. Là, c'est une démarche Lean qu'on a mis en place. Cette démarche Lean, elle reposait donc sur l'élimination des gaspillages dans tous les processus de la compagnie, spécifiquement dans les réductions de stock, dans les déchets. Ce n'était pas effectivement une réduction du nombre d'employés, j'insiste beaucoup là-dessus. Le Lean avait l'objectif d'augmenter ce qu'on appelle la capacité de production en réduisant les temps de cycle et par conséquent optimiser les coûts. C'est le besoin du client, c'est-à-dire c'est le client qui va dicter cette notion de réduction, d'optimisation et de temps de cycle. Alors, la philosophie du Lean, elle se résume par ces 4 verbes: quantifier la valeur, identifier la chaîne de valeur, créer le flux, de telle manière à ce qu'on arrive effectivement à réduire ce temps de cycle, produire ce que le client demande, et vous verrez que dans l'excellence opérationnelle, on revient sur cette démarche de satisfaction client et de combler effectivement le client, et rechercher perpétuellement la perfection. Là, on voit qu'on commence à parler d'excellence et de gaspillage. Alors, pour résumer sur la partie purement mécanisme, on voit bien qu'elles sont basées sur 3 concepts: le système opérationnel, le système managérial et le comportement et l'état d'esprit. Ce sont les 3 clés de ces engrenages de ce qu'est le Lean. Enfin, avant de repartir sur l'excellence opérationnelle, c'est le tableau de bord que je présentais à l'époque à mon management pour dire ce qu'est le Lean et ce qui n'est pas le Lean. Et là, vous voyez qu'on voit bien la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez rapidement, je me donnerai simplement une petite précision sur la résolution des problèmes. Et là, vraiment, c'est là la grande différence entre la vision occidentale et la vision orientale de la résolution du problème. Un occidental, lorsqu'il y a un problème sur une ligne de production, le manager va dire: c'est ta faute, tu as un problème, tu dois le résoudre, c'est ton problème, c'est pas le mien. L'oriental dirait: eh bien, écoutez, ce défaut, moi, je veux le comprendre, je veux l'améliorer, et c'est une opportunité d'amélioration. Vous voyez, c'est un comportement qui est totalement différent. Le Lean, c'est ça. C'est comment trouver, et non pas blesser les gens, mais c'est comment trouver une astuce pour utiliser cette opportunité pour améliorer les choses. Bon. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail du Lean. Si vous avez des questions, vous notez le numéro de page, qui est effectivement la page numéro 23, parce que là, on ne la voit pas. Et je vais passer sur l'excellence opérationnelle pour garder le timing que je regarde relativement correct. Alors, l'excellence opérationnelle est devenue un thème donc incontournable dans la situation de crise que nous traversons. En effet, la pérennité d'une entreprise n'est jamais définitivement, comme vous le savez, acquise, et elle doit se montrer innovante et agile. En dépit des bouleversements constants de son environnement, elle aligne des performances toujours aussi enviables avec la nécessité de se réinventer. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce type d'entreprise qui sont souvent leaders de son marché et qui doivent saisir la conjugaison entre l'harmonie de l'amélioration, la constance de regarder l'humain et ainsi de suite? Eh bien, c'est basé sur 5 éléments que je vous présente ici sur ce transport. En fait, on pourrait dire
que tout d'abord, l'objectif premier, et il faut toujours garder ça en tête, c'est combler le client, c'est satisfaire le client. Vous voyez que cette notion de satisfaction client est très importante. Le deuxième trait, c'est de rechercher l'amélioration continue de nos processus. Et c'est le point second. Troisième point, c'est comment incarner les valeurs partagées dans l'entreprise et de pouvoir garder cette incarnation à travers tout ce qui va se passer en temps de crise et tout ça. Et on ne peut pas passer dans cette approche excellence opérationnelle sans se remettre en cause. La remise en cause est essentielle dans le changement. Et vous voyez bien que tout ça passe par une harmonie de ces 5 éléments qui vont permettre à, je dirais, à l'entreprise d'être en harmonie avec son environnement, ses clients, ses actionnaires et placer l'humain au centre de la démarche. Donc on passe par une approche de vision partagée que je trouve sur la gauche, ce qu'on appelle stakeholder et stockholder. Les stakeholders et stockholders, c'est tous les acteurs, hein. C'est les actionnaires, c'est les personnes qui effectivement vont participer. Pour quelles raisons cette vision est partagée? À travers ces 5 éléments, c'est pour que l'entreprise devienne cette pyramide que j'ai donnée. Vous voyez, on revient sur l'Égypte, pour une durabilité et pour une pérennité. En fait, vous avez l'excellence opérationnelle sur cette slide résumé l'enjeu de cette démarche. Alors bien évidemment, on peut donner des définitions, rapidement données. On pourrait résumer autour des démarches d'amélioration continue, le plus souvent supportées par des démarches de Lean, ou de la mise en place des méthodes comme les notions d'agilité. On utilise aussi le mot Scrum, qui est un terme très informatique et qu'on utilise beaucoup dans la démarche excellence opérationnelle, mais aussi surtout d'ajouter l'humain au centre de la préoccupation. Et ça, c'est très important dans cette fonction excellence et de mesure. Mais aussi, et c'est là que j'insiste, il faut y ajouter l'humain au centre de ces préoccupations. L'excellence opérationnelle se veut par son essence humaniste et une approche qui veut globalement intégrer l'humain au centre de sa remise en question. Donc le leadership, le droit à l'erreur, la prise de décision, le comportement humain, dans son ensemble, peut être sublimé par l'apprentissage du travail en équipe. Cette approche nécessite d'appréhender la pédagogie de différentes façons, souvent plus adaptées au terrain, voire individualisées. Alors, je vais vous donner 4 piliers de l'excellence opérationnelle qui sont vraiment les piliers de cette approche. Le premier, c'est la prise de conscience de l'individu dans la collectivité par rapport à la performance. Des tableaux de bord, l'approche Six Sigma, la notion individuelle sont les éléments clés de pilotage, mais ils sont aujourd'hui quelquefois limités. Donc, il faut aller vers un management dit collaboratif et de team building. Le second pilier est celui d'avoir le recours à l'intelligence collective. On va en parler un petit peu. C'est des collaborateurs, des techniques disruptives en identifiant plus facilement les fameux quick wins ainsi que les innovations et de la créativité en matière d'excellence opérationnelle. Le troisième pilier, pour être réactif, il est indispensable d'accepter de prendre des risques mesurés en déployant des nouvelles solutions bonnes pratiques. Il est nécessaire de pouvoir les incuber en respectant ce qu'on appelle l'esprit start-up. Et enfin, le dernier pilier, il s'agit d'identifier, de faire grandir, de retenir les talents qui sont les composants clés de cette nouvelle guerre économique. Donc l'excellence opérationnelle est une fonction clé de la pérennité de l'entreprise. Et voilà les 4 piliers. Alors bien sûr, cette intelligence collective, donc d'équipe, est une entité vivante, donc il faut prendre soin. Une équipe fonctionne avec 3 ingrédients indispensables: le leader, le but commun et les rôles définis. Là est une motivation de tout à chacun. Appartenance et estime, qui sont les 2 leviers bien humains que rappelle Maslow, qui permettent aux individus de travailler en équipe et à ces équipes de collaborer ensemble. Devenir meilleur, c'est à la fois faciliter sa prise de décision, améliorer la productivité des équipes, partager ses connaissances, réformer la gestion de projet, mesurer l'impact de la collaboration, placer l'humain au cœur de l'entreprise. Mais alors, comment on va booster cette excellence opérationnelle avec l'intelligence collective? Bien, ce sont les 4 points que je vous propose à réfléchir, pour en discuter tout à l'heure. Améliorer son mode de fonctionnement, qui est au cœur des préoccupations de l'entreprise. 2, faire mieux, plus vite,
qui sont les impératifs de notre, je dirais, de notre environnement industriel du XXIe siècle, mais l'amélioration incrémentale, très orientée cerveau gauche, on va parler un petit peu de cerveau, du cerveau gauche est-elle peut-être notre meilleur atout? Alors peut-être qu'il faudrait aussi parler du cerveau droit, qui va peut-être booster l'excellence opérationnelle, et je vais vous dire comment. Alors un petit schéma du cerveau gauche et du cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est cette partie de l'intelligence collective. Je donne des cours à l'université sur l'intelligence émotionnelle, et puis on a abordé cette intelligence émotionnelle à travers le mouvement français pour la qualité. Alors vous savez qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes 10% tout le temps. En fait, on possède deux hémisphères cérébraux qui interagissent constamment, mais qui représentent chacune des fonctions spécifiques. L'hémisphère gauche s'intéresse à tout, crée et innove, c'est la partie, je dirais, rationnelle, et l'hémisphère droit, excusez-moi, s'intéresse à l'innovation, à la création, c'est la partie dite émotionnelle. L'intelligence émotionnelle consiste à y piloter et harmoniser la communication. Alors parlons de notre cerveau gauche, celle de l'intelligence collective. Notre environnement, nos entreprises ont chargé, nous sommes dans une approche de réseau connecté dans nos rapports professionnels dites collaboratifs au détriment de la relation humaine. Et cette crise sanitaire que nous traversons nous le rappelle tous les jours. Il nous faut donc nous adapter, développer de nouvelles formes d'intelligence, tout d'abord collective, celles qu'on trouve dans le cerveau gauche, alliant la construction, la mesure, l'expérimentation, la capitalisation, la clarification des enjeux et de la vision. À l'ère numérique, l'organisation des entreprises tend à se modifier, même si certaines font de la résistance en s'accrochant au modèle de silos, qui en sont bien entendu connus leurs heures de gloire. Alors, concrètement, une entreprise collaborative se caractérise par une information de qualité qui circule de manière fluide en toute transparence, un renforcement de la proximité des acteurs d'entreprise, des échanges et des partages, de l'instantanéité dans les communications et les actions et une flexibilité dans la prise de décision. Quid de cette motivation au cœur de la synergie d'équipe? Eh bien, il faut voir un petit peu le cerveau droit, là. Le cerveau droit qui va, lui, dicter un petit peu les choses qu'on ne voit pas. Un peu ce que dit Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc cette émotion, c'est ce que dit Daniel Goleman, qui est l'instigateur de cette intelligence émotionnelle. Et si vous êtes intéressé, il a fait plusieurs ouvrages sur l'intelligence émotionnelle et sur une entreprise que je vous recommande. Et lui, il dit que la conception traditionnelle de l'intelligence émotionnelle, une part essentielle du comportement humain, les réactions émotionnelles sont les plus importantes. En un sens, comme je le disais tout à l'heure, nous avons deux cerveaux, deux esprits, deux formes différentes d'intelligence, une rationnelle et une émotionnelle. Donc, en définissant cette intelligence émotionnelle, qui est la capacité de percevoir ses propres émotions, de les contrôler, de les détecter, et de voir comment interagir par rapport à l'émotion d'autrui, c'est une faculté d'automotivation et d'entretenir des relations harmonieuses et fructueuses avec les autres. C'est la clé très importante de cette excellence opérationnelle en termes de, je dirais, de soft, si on peut parler informatique. Donc cette compétence, en résumé, l'intelligence émotionnelle vise à identifier les émotions et les raisons qui leur donnent naissance. Elle consiste aussi à reconnaître les émotions d'autrui et à en comprendre l'origine et à créer les conditions qui transforment les émotions négatives en émotions positives. Alors en définitif, et ça serait mon dernier transparent, j'arrive aux 38 minutes, Audrey, j'essaie de tenir un maximum dans le temps. En définitive, cette excellence opérationnelle, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une norme, ni même un style de management. Il s'agit d'une démarche humaniste, rigoureuse, outillée au service de la performance durable de nos entreprises et du bien-être de leurs salariés. Allier la démarche systémique du Lean en prenant en compte l'intelligence émotionnelle et collective au sein d'une entreprise collaborative. Voilà, j'ai essayé de respecter le timing et je suis prêt à répondre aux questions.